peuple divisé et impréparé, et vous ne parlez que de votre village et dites à quel point vous détestez votre voisin, comme si les conquêtes ou reconquêtes étrangères pourraient épargner l'un d'entre vous. C'est à ce niveau-là que nous sommes arrêtés pour le moment. Mhm. Donc, en fait, on est là dans le paradigme de la lune et du doigt. Selon le fameux proverbe chinois, quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ce que Maurice Kamto dit, les gens comprennent et perçoivent ça dans une toute autre sphère de pensée. C'est-à-dire, il n'est pas sur la même longueur d'onde que ceux à qui il s'adresse ici, les Ilimbilobe et consorts, pour entrer immédiatement dans le vif du sujet. C'est-à-dire, les problèmes qui nous entourent sont importants, les enjeux sont grands, les enjeux sont colossaux, et il y en a qui se réveillent le matin et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je vous parle du monde et des dangers qui guettent les peuples divisés et impréparés. Vous me parlez de votre village et vous dites à quel point vous détestez votre voisin. Votre voisin qui est en fait vous-même. Dans le cas du Cameroun, on est un pays, on est une république. Donc ce n'est même pas question de voisin dans le sens où le voisin nigérien, le voisin togolais, non. C'est le frère camerounais, c'est l'autre moi, c'est autrui, l'autre moi, à l'intérieur des 475 442 kilomètres carrés. Donc en fait, nous avons le même avenir, nous avons le même passé, nous partageons les mêmes héros, ce qu'on appelle une communauté de destin. Et à partir de là, évidemment, les malheurs qui peuvent nous arriver, les malheurs qui peuvent m'arriver vont arriver, les malheurs qui peuvent t'arriver vont m'arriver, donc on a l'obligation de penser d'une seule voix. Parce que quand on est impréparé, c'est plus facile pour l'ennemi de nous écraser. Même la Bible en parle. Je me souviens, un passage dans la Bible pour les chrétiens qui nous écoutent quand on demande à Jésus, tu ne serais pas par hasard possédé par Belzébuth? Et Jésus dit, mais supposons que les habitants d'un royaume ne sont plus d'accord entre eux. Il est évident que ce royaume ne peut plus continuer parce qu'il est disloqué de l'intérieur. À partir du moment où les gens d'une même structure ne s'entendent plus, la structure ne peut pas prospérer. Maintenant, en géopolitique mondiale, si les acteurs d'une société ne sont plus coordonnés et s'ils se regardent en chien de faïence, l'adversaire n'a qu'à venir et à se servir. Parce que les deux personnes, les deux acteurs, au lieu de joindre leurs forces pour sécuriser le pays, passent le temps à se bagarrer et évidemment, l'ennemi en profite pour se remplir les poches. Hier, j'ai fait une conférence sur le tribalisme et j'ai un peu ouvert un volet sur cette histoire où je présentais le but des Français qui avaient dans la tutelle sur 80% du territoire camerounais après la Deuxième Guerre mondiale. Je présentais leur objectif comme étant le désir d'empêcher une coalition de résistance. Il fallait donc diviser les peuples Bassa et Bamileke. C'était un peu comme les États-Unis qui cherchent à diviser la Russie et l'Allemagne. Parce que si tu ajoutes la puissance militaire russe à la puissance scientifique et technique allemande, tu vas générer une superpuissance qui va dominer le numéro un mondial actuel, les États-Unis, et dont les États-Unis ne veulent pas. Dans le même ordre d'idées, si tu alignes l'intelligence économique, l'intelligence managériale des Bamileke avec la fougue, la résistance et la résilience du peuple bassin dans les années du maquis, évidemment, tu vas générer une force qui va réussir à convaincre l'ensemble du peuple camerounais qu'il faut chasser la France, le seul véritable ennemi. Et puisque il faut justement pour la France rester là à tout prix, elle va trouver des mécanismes de division et elle va inventer des réalités parallèles pour attiser la haine entre les peuples bassins et les Bamileke, entre les peuples Bamileke et le reste de la population camerounaise. On se souvient du discours de Omniobé en décembre 52 aux Nations Unies quand il dit nous avons trois requêtes et la première requête c'est la réunification immédiate du Cameroun. Je vais d'abord m'attarder sur la première requête pour faire le parallèle avec ce que nous dit le colonel Jean Lamberton dans ses fameux écrits diaboliques, où il dit les Bassa voulaient l'indépendance et la réunification était une volonté exclusivement bamileke. Il est clair que c'est faux.
Tout à l'heure, je viens de rappeler le discours de Omniobé du 17 décembre 52 aux Nations Unies, où il dit clairement que nous voulons d'abord la réunification des deux Camerouns. Et Omniobé est Bassa, dont si Lamberton nous explique que les Bassa, ils voulaient seulement l'indépendance et que la réunification était un paradigme bamileke, évidemment, il crée une sorte de divergence de but alors que les trois idéaux étaient, comment on dit, communs à tous les leaders de l'UPC. Et d'ailleurs, Omniobé parlait au nom du Cameroun. Il dit bien à la fin, bah, telles sont les trois questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté ici. Donc, il dit, le peuple camerounais veut d'abord la réunification des deux Camerouns. La deuxième requête était la désignation d'un conseil de gouvernement avec des pouvoirs, dont d'une assemblée, des pouvoirs législatifs. Et maintenant, troisième requête, la fixation d'un délai pour l'indépendance. Donc, si l'ennemi, la France, vient nous expliquer que non, les Bamileke et les Bassa ne voulaient pas la même chose, c'est parce qu'il veut créer justement cette scission-là et profiter de la division pour mieux s'installer. Ça va d'ailleurs marcher en partie. C'est-à-dire, certains, pas forcément parce qu'ils sont d'une autre ethnie, mais en tout cas, certains acteurs vont être manipulés, vont être instrumentalisés. Vous avez évoqué il y a quelques jours, là, chez Oshiga, je passais comme ça, comme un voleur. Vous parliez de Théodore Maï Matip qui, après y avoir tendu la main à l'administration coloniale et reçu une petite compensation en contrepartie, bah, a conduit à la mort de Ruben Omniobé et au premier glaive qu'on a envoyé dans le cœur de l'UPC. En attendant les deux autres, le meurtre de Félix Momier et de Ernest Wangé dans les années qui ont suivi. Donc on est dans cette logique-là où Maurice Kamto dit, mais n'avez-vous tiré aucune leçon de l'histoire? Vous voyez bien ce qui nous est arrivé quand on a été divisé, enfin quand on a été, uni contre le colon, vous voyez bien comment il a œuvré, c'est-à-dire il a donné toutes ses forces dans la bataille pour fabriquer une division artificielle entre nous, parce qu'il était conscient que quand on est divisé, c'est plus facile pour lui d'amorcer sa pénétration. Comment se fait-il donc que, connaissant cette histoire, vous nous entraînez encore dans des logiques qui vont produire les mêmes conséquences que jadis, qui vont, pendant qu'on est en train justement de travailler à une émulation, à une symbiose, à une collusion, vous êtes dans la collision et dans la division systématique. Il faut éviter que cela n'arrive. Il dit, voilà, vous me parlez de votre village et dites à quel point vous détestez votre voisin. Quand les colons nous ont mis en esclavage, ils ne regardaient pas nos histoires de village. C'est ce que nous rappelons aujourd'hui aux tribalistes, par exemple, quand on leur dit vous considérez que tu es d'abord Betty ou Bantou, enfin Bamileke, bref, tu es Eton, tu es Manguissa, tu es Mondang avant d'être Camerounais. Est-ce que quand tu sors du pays et que tu présentes ton passeport, il y a marqué dedans Mondang, Manguissa, il y a d'abord marqué Camerounais, donc tu es d'abord Camerounais. Et c'est dans le même ordre d'idée que quand les Européens nous ont mis en esclavage, ils n'ont pas regardé nos ennemis, nos tribus, non, pas du tout. En France, au XVIIe siècle, Louis XIV va créer le fameux Code noir, dans lequel il dit que les nègres n'ont pas de valeur. L'article 44 du Code noir, qui avait été rédigé par son ministre des Finances Jean-Baptiste Colbert, là-dedans, il y a marqué que le noir, il a la même valeur qu'un meuble. Un meuble, dont un tabouret, une chaise, c'est pas un être humain, c'est des gens qui n'ont pas d'âme, les noirs. Il n'a pas dit les noirs Bamoun, mais excepté les noirs Baka. Non, les noirs, point final, donc les noirs. C'est comme ça qu'il a considéré la chose, dont pendant que tu es en train de te considérer d'abord comme d'un Dikinimeki, comme de Tsignere, comme de Ngaoundal, comme de Betaroya, l'adversaire vient, il voit un petit nègre et il se dit, bah voilà notre nègre. Voilà. Enfin, il ne voit que des nègres et c'est voilà, le reste vous regarde. Donc, il ne va pas avoir d'état d'âme en fonction de ton ennemi, de ta différence, enfin de ce que tu crois être une différence. Il va t'écraser. Perdre dans ton temps à détester ton voisin, bah, c'est justement perdre ton temps. Parce que, comme le disaient les Romains, divide et impera. Diviser pour mieux régner. Celui qui vient et qui constate que vous êtes unis va essayer de vous diviser pour bien vous écraser. Celui qui vient et qui constate que vous êtes déjà divisé, bah, pour lui, il a le boulevard. Et voilà. Donc aussi, historiquement, on a vu ça avec ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Ils n'étaient pas sénégalais, ils étaient de tous les pays. Ceux qu'on a assassinés, qu'on a massacrés à Dakar en décembre 44,
On les avait pris partout. Un jeune voyou du nom de Philippe Leclerc est arrivé au Cameroun, s'est improvisé général, autoproclamé général, a pris des locaux, des autochtones, dont des nationaux. Vraiment, là, on peut parler d'autochtonie parce que c'est un Européen devant des Africains. Il les a pris, il leur a dit, nous sommes en guerre face à l'envahisseur allemand, venez m'aider, s'il vous plaît. Il les a embarqués, il a pris d'autres personnes d'autres pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Tous sont allés l'aider dans les batailles contre l'Allemagne, à Bir, à Caïm, à Toulon, à Marseille, à peu près partout. Et ils ont défait Adolf Hitler et ses troupes en 1944 quand on les a rapatriés et qu'ils ont demandé qu'on leur paye pour le sang qu'ils ont versé, pour les pieds qu'ils ont perdus, pour les handicaps qu'ils ont ramenés. La France a envoyé son général, Marcel Dagnan, les fusiller copieusement et massacrer dans ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Or, ils n'étaient pas sénégalais, ils étaient, comme je viens de le dire, de toutes les nationalités. Donc, en fait, l'adversaire, lui, il vous voit comme justement de la chair à canon de manière uniforme, de manière homogène. Il vous voit comme du bétail, il vous voit comme des petits animaux qui servent nos intérêts, et donc voilà. Mais toi, au lieu d'avoir conscience de ça, au lieu d'être vraiment l'homme en situation dans son monde, au lieu d'être conscient du paradigme qui t'entoure et des problématiques qui te guettent, toi, tu es là à penser que les Bamileke ne doivent pas venir occuper telle zone, les Bassas ne doivent pas faire ceci, les Boulos, je vais les massacrer, etc., etc. Donc, c'est de la bêtise, évidemment. Maintenant, le président finit, enfin, poursuit sur la quatrième phrase quand il dit comme si les conquêtes ou reconquêtes étrangères pouvaient épargner l'un d'entre vous, pardon. Ah, c'est ça, non, l'un d'entre vous. Oui. Donc, comme si les conquêtes et les reconquêtes pouvaient épargner l'un d'entre vous. On prend peut-être, pour rester dans la période que j'évoque des luttes d'indépendance, le napalm qui était déversé sur les Camerounais, ou encore l'essence même qui était déversée au-dessus du quartier Congo quand les Français massacraient les occupants du quartier Congo, qu'on appelait enfin, ceux qui doivent rentrer chez eux, les autres, les étrangers, le 24 avril 1900. On avait visé les Bamileke, en fait, mais finalement, ça a brûlé énormément d'autres personnes qui n'étaient pas Bamileke en guise de dommages collatéraux. Quand les États-Unis ont largué la bombe sur Hiroshima en 45, c'était aussi pareil. C'était orienté contre les Japonais, mais ça a également brûlé les gens qui vivaient justement dans ces villes-là, ceux qui étaient en vacances à Hiroshima, ceux qui étaient en séjour étudiant, ceux qui étaient en voyage touristique, ceux qui étaient en voyage d'affaires, en voyage travail. Le 6 mai 1940, le 6 août 1945, ils ont brûlé copieusement. Ceux qui sont allés à Nagasaki le 9 août 1945 pour admirer le paysage ont également brûlé avec les Japonais. Donc voilà, le dommage collatéral, c'est une réalité absolue en situation de crise. Et parfois, le dommage collatéral est plus dense que la cible principale. On le voit en Palestine avec les attaques d'Israël sur la bande de Gaza. On veut éliminer deux chefs du Hamas et on largue une bombe là qui tue les deux chefs du Hamas. Même pas, elle tue un seul d'entre eux et elle tue en même temps 50 femmes enceintes dans une maternité, 3 bébés, 8 médecins, etc. Donc, il faut sortir du prisme obscur où on se dit que bon, moi, ça ne va pas m'arriver. On va venir, on va ramasser les autres, ce que je déteste, mes voisins. Et moi, on va m'épargner. Non, on ne va pas t'épargner. Vous êtes tous logés à la même enseigne. Et le premier pas vers la souveraineté, c'est la prise de conscience du fait que la souveraineté n'est possible à obtenir que dans le cadre d'une conscience collective et d'une action, évidemment, tout autant commune. Voilà ce que j'avais à dire d'entrée de jeu. J'espère que je n'ai pas été très long. Super, merci Wilfried. Bon, faut que tu vas avancer, hein. Oshiga va s'exprimer quand on aura fait le décryptage de toute la pensée. Et puis après, on va faire monter les gens. Très bien, parfait. Donc on va donc continuer. Merci infiniment Wilfried. S'il vous plaît, vraiment tapotez, continuez à partager. Il y a les cœurs orange à côté de mon nom en haut, à gauche. Cliquez dessus, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. C'est pour sécuriser le live. Donc, s'il vous plaît, nous sommes plus de 200. Cliquez sur le cœur orange en haut à côté de mon nom. Cliquez dessus. Ça permet de sécuriser le live, s'il vous plaît.
et continuer à tapoter. Je ne comprends pas pourquoi Wilfried, avec les interventions qui sont les siennes, qui sont toujours un véritable régal, est simplement à 142 cadeaux. S'il vous plaît, ne faisons pas cela, encourageons vraiment ceux qui travaillent pour que nous puissions avancer dans notre compréhension des enjeux de ce monde-ci. C'est un travail qui est important, qui est prenant, qui demande beaucoup d'efforts. Et donc, encourager ceux qui font ce travail-là. Merci à ceux qui sont là et qui peuvent le faire, de donner le maximum de cadeaux pour encourager les gens qui viennent ici, qui passent des heures à essayer d'édifier. Donc, merci de faire en sorte que notre très cher Wilfried ne soit pas à ce stade-là rendu ici, parce que on a encore beaucoup à vous donner. Il a encore sûrement beaucoup à vous donner pour vous enrichir. Donc, s'il vous plaît, les amis, faites ce qui est nécessaire de faire. C'est Fautine, important. Oui. s'il te plaît, dans les paramètres de modération, je ne peux pas débloquer les gens. Donc, est-ce que tu peux me mettre Normalement, je t'avais mis tous les accès. Ben, j'ai regardé, je peux pas. Donc là, il y a des personnes qui m'écrivent parce qu'elles sont bloquées. Est-ce qu'elles n'ont même pas commenté, rien? Est-ce que tu peux débloquer? Et quand il y aura des mauvais commentaires, je vais les muter. Donc, si tu D'accord, peux mais il débloquer. s'agit de qui, notamment? Donc, il y a ACB, par exemple, Ah, qui est bloqué et qui n'arrive pas à suivre le live depuis le début. Donc, Alors, Vanessa, tu attends l'émergence 2035 pour Je ne parler le ou vois pas. tu vas parler avant? Vanessa dort. Edor, elle est là. Oshiga, qu'en est-il de toi? Oshiga a dit qu'elle parlerait à la fin du décryptage. Je suis On est à là. la fin du décryptage. Mais non, on n'a pas lu tout le texte. Elle préfère s'exprimer à la fin, Ouais, d'après ce c'est- que j'ai compris, hein. Moi, j'ai lu tout le texte. J'aurais du mal à... À prendre une partie. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Ok. je Bon, ne ben, vois malheureusement pas assez bien. On va devoir continuer comme ça. il n'y a pas de Si souci. la voix apparaît, je vais essayer de faire le nécessaire, mais Et je vois si tu pas. peux si tu peux me mettre tous les paramètres, ce serait bien. Oui, Comme ça, moi, je vais regarder. je vais malheureusement faire tout ça en même temps. Donc, Il n'y a pas de souci, c'est quand tu pourras. paramètres admin, d'accord. Donc, on va continuer le décryptage de la pensée du professeur. Et avant donc de poursuivre, j'essaye rapidement de faire ce qu'il faut pour toi, Jeanne. Mais moi, sur tous les paramètres que j'ai, c'est bloqué, débloqué et autres. Tu as tout, hein. Moi, tu as tout ouvert. Donc, je sais pas pourquoi tu ne Je vois peux pas les gens bloqués, je vois pas les gens mutés, je ne vois rien. Non, je ne Ok, saurais c'est pas pas non grave. plus te dire. Il n'y a pas de souci, on avance. Merci infiniment. Bâtier, bonjour, je crois. Ouais, pour les cadeaux, pour Wilfried. Je suis ravi parce que je pense qu'il faut toujours encourager ceux qui font ces efforts-là. Merci infiniment. Donc, on revient à la pensée du professeur. Et je suis vraiment navré pour ceux qui ont des difficultés. On va essayer de s'occuper de cela plus tard. La pensée du professeur donc nous invite simplement à comprendre que tant les héros de la lutte de libération de notre nation que le professeur lui-même s'inscrivent dans une seule logique, celle de la véritable compréhension des enjeux globaux qui structurent le monde et de la nécessité de parfaire notre liberté d'abord. C'est par là que tout commence. Il faut se battre d'abord pour la liberté, pour la paix et pour la justice sociale. C'est important. Par justice sociale, il faut simplement entendre les conditions simplement d'équité, de justice, d'équilibre, avoir l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, que les femmes et les enfants, par exemple, puissent être correctement protégés dans une nation où, en 2025, 3 nourrissons sont encore transportés dans des cartons par manque de couveuse d'une structure sanitaire à une autre sans ambulance et qui décèdent. Donc, c'est des pertes en vies humaines et des traumatismes énormes pour des familles qu'on pourrait éviter si les choses étaient gérées de manière correcte, s'il y avait donc la justice sociale dans nos pays. Il faut naturellement de meilleures infrastructures pour l'économie. Je vous disais tantôt que la production agricole que vous avez dans toute la partie de la Haute-Sanaga est phénoménale au niveau du Cameroun, parce que naturellement, c'est un pays qui est béni. On est béni et il y a énormément à exploiter de ce pays-là, à tirer de ce pays-là. Mais malheureusement, plus de 60% de la production agricole est perdue par manque d'infrastructures de routes et de systèmes de logistique. D'où la nécessité de parvenir à avoir très rapidement un système
gouvernant, un ordre gouvernant qui est capable naturellement d'apporter le développement matériel qui est nécessaire pour les populations. Il y a un auteur italien, je n'aime pas trop citer les noms, mais j'aime quand même citer leurs pensées, qui disait: battez-vous toujours pour la liberté, pour la paix et pour la justice sociale. La liberté sans justice sociale n'est qu'une conquête fragile qui se résume pour beaucoup dans la liberté de mourir de faim. J'aime bien la partie. La liberté sans justice sociale n'est qu'une conquête fragile qui se résume pour beaucoup dans la liberté de mourir de faim. Et donc, Et pourquoi tu veux pas citer son nom? S'il était africain, j'aurais cité. C'est ça ma logique à moi. C'est comme ça. Il y a rien à faire. Les Chinois l'ont bien fait. Ils ont repris tous les théorèmes sans y mettre des noms. Et aujourd'hui, on n'a pas des Chinois qui sont en train de vous parler de Thalès, de Pythagore et consorts. Tous des gens qui ont copié des théorèmes africains, qui y ont apposé leur nom. Et aujourd'hui, les Africains sont fiers de les citer comme s'ils avaient fait des prouesses. Et ils sont totalement dans une logique de surévaluation, de surestime des capacités de l'Occident et de sous-estimation justement de leurs propres capacités, alors que ce sont leurs propres ancêtres qui ont produit toutes ces connaissances scientifiques à la base. D'où je ne me cache pas, je suis quelqu'un qui n'est pas totalement juste de ce point de vue-là. Je préfère. Est-ce que si on dit demain donc on pourrait dire demain que c'est Elim Bilobe qui a produit cette superbe pensée? Je préfère que ce soit Elim Bilobe plutôt qu'on l'attribue à Oui, mais fermons la parenthèse. Oshiga, tu avais quelque chose à dire? Non, je rajoutais juste que c'est un boycott carrément. Bon, si on veut, mais c'est pas un boycott du tout. Mais voilà, c'est une approche, une vision. J'adhère. Ouais, une vision qui est propre, qui est la mienne. Et je disais donc tantôt que la phrase se terminait, ou bien la citation se terminait par la liberté sans justice sociale n'est qu'une conquête fragile qui se résume pour beaucoup dans la liberté de mourir de faim. Et donc aujourd'hui, quand on dit à certains battez-vous parce qu'ils ont faim justement et parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir et à sortir du carcan dans lequel le régime néocolonial les a installés, au lieu de se battre justement pour la liberté et la justice sociale, pour qu'il y ait plus de routes, pour qu'il y ait plus de travail, qu'il y ait plus d'hôpitaux et autres pour tout le monde, mais ils se contentent à penser à leurs voisins, à se battre contre leurs voisins et à demander à aux voisins de rentrer. Et c'est amusant parce que naturellement, il y a un qui nous a carrément parlé d'avoir le sang des personnes qui l'auraient découpé à la machette et qu'il s'assiera ensuite pour manger un coin. Mais je me demande bien comment on peut être en arrivé au point où les Camerounais pensent ainsi après tout le travail de préparation que les pères fondateurs ont effectué. Mais on va y arriver. Heureusement, nous avons un leader qui essaie de nous guider donc pour sortir de ces ténèbres-là vers la lumière et qui a donc des pensées qui sont très claires et qui nous montrent et qui nous encouragent à croire que nous avons donc le leader qu'il nous faut pour mener la barque du Cameroun et la sortir de l'obscurantisme dans lequel un certain nombre de turiféraires du régime et le régime lui-même ont plongé notre pays. Quand je parle des turiféraires du régime, je parle ici des millions, des autres Elim Bilobe et tout ce qu'ils voulaient, tous les autres que vous voulez, hein, les Ernest Obama, toute la clique. Donc, je suis obligé de citer les noms parce que malheureusement, ils font énormément de mal à notre nation avec les discours qu'ils tiennent sur les plateaux de télévision à Mondovision sans être jamais inquiétés. Dans un état normal, ce genre de choses ne pourrait pas se produire. Quelqu'un ne pourrait pas s'attaquer à la mémoire du général de Gaulle comme Elim Bilobe l'a fait au Cameroun, ici en France, et en sortir indemne, sans qu'il n'y ait de représailles derrière. Ce n'est pas possible non plus de le faire pour des figures comme les Kwame Nkrumah dans leur pays. Personne n'insulterait leur mémoire de cette façon-là aujourd'hui. Alors même que par le passé, il y a eu des gens qui sont allés jusqu'à les trahir. Donc c'est capital pour nous de revenir à un système éducatif où les gens vont pouvoir progresser vers autre chose. Parce que quand on est en train de s'occuper de ces questions-là, entre-temps, naturellement, c'est le régime qui gagne. L'opacité règne. Ils ne rendent pas de compte sur la gestion qu'ils font du pays, sur la vente du pétrole. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, malgré le fait que ça rentre désormais dans le budget, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois qu'il y a certainement un manque de transparence dessus. On donne des contrats d'exploitation ou d'importation à des copains, à des coquins. On vous dit, par exemple, que des gens qui travaillent à la présidence de la République ont des entreprises qui ont des autorisations pour importer du pétrole et pour s'enrichir
ici à hauteur de milliards. Et tout cela, ça n'inquiète personne. Le franc CFA continue naturellement à saigner notre pays de ses ressources. Le FMI et la Banque mondiale continuent à nous imposer des mesures d'ajustement structurel qui vont continuer à détruire et à déstructurer complètement nos économies. Et au lieu de s'occuper de tous ces enjeux-là qui sont cruciaux, le FMI, je vous le rappelle, était d'ailleurs récemment, en décembre dernier, à un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, menaçant de dévaluer encore une fois notre monnaie. Parce que pour ceux qui veulent croire que qu'on avance simplement des arguments fallacieux, il faut bien se souvenir de l'histoire lointaine, mais également récente de notre nation. Et il faut aussi souligner que les entreprises locales sont largement dominées encore par l'étranger. Si vous voyez le tissu des entreprises camerounaises, vous tapez le top 10 des entreprises au Cameroun, je peux vous parier que 6 d'entre elles ne sont pas des entreprises camerounaises et que quand bien même vous verrez une entreprise camerounaise dedans, très souvent ça sera une entreprise qui va se limiter à faire de la revente de produits qui sont finalement conçus, confectionnés, produits ailleurs. Et il se limite à être uniquement des intermédiaires de commerce. Or, l'intermédiaire de commerce ne peut jamais dégager la même marge bénéficiaire que la personne qui transforme la matière première pour en faire un produit fini à vendre. Du coup, il est important pour nous de comprendre globalement tous ces enjeux que le professeur Maurice Kamto rappelle donc au niveau de sa pensée. Et on parle donc de nations puissantes, de domination, d'exploitation, et les gens se limitent uniquement à leur village. C'était ça l'intérêt de la première partie. Et ce qui est très dommage surtout, c'est que ces gens qui sont toujours en train de dénoncer, ils ont peu d'enclin à se lever lorsque des Chinois ou des Libanais et autres font exproprier des terres. Ça a été le cas dans certaines parties du Cameroun, notamment pour les Chinois qui ont pris de vastes superficies, qui ont été expropriées aux populations locales pour leurs intérêts à elles. Lorsqu'elles maltraitent des employés, ces personnes-là, que ce soit des Libanais ou autres, dans des supermarchés Maïma, on a vu des scandales et consorts. On ne voit personne se lever pour dire vous allez rentrer chez vous, vous devez rentrer chez vous et consorts. On ne voit personne aller casser, ni brûler quoi que ce soit, ni faire un acte de vandalisme. Mais par contre, ils sont enclins à se lever contre leurs propres frères, alors que cela arrive avec une logique de domination et d'exploitation, surtout soutenue et envoyée par des États qui sont super puissants, qui investissent de moyens colossaux, de manière à ce que leurs intérêts et que les nôtres ne soient pas mis en avant, mais que leurs intérêts naturellement puissent prospérer au détriment des intérêts de nos nations. C'est important donc finalement que nous puissions arrêter, lorsque nous sortons du Cameroun, de nous plaindre de racisme tout en continuant à instiller dans notre propre nation les germes de la division sur la base des ethnies. C'est stupide pour des gens qui sont donc à l'étranger et qui généralement tiennent des propos assez forts lorsqu'il y a un noir qui est tué sur la base du racisme ici en Occident, ou qu'il paye, ou il ou elle, je ne sais pas trop comment l'appeler désormais, quand elle paye le taxi à $400 aux États-Unis d'Amérique et qu'elle est victime de racisme, elle se plaint. Mais au moment où il y a de division ethnique, oui. Wilfried, tu as ouvert ton micro? Oui, je dis il. Bon. Et donc, il est important donc de toujours se rappeler que diviser, nous sommes la proie de tout le monde. Et je vais essayer de passer rapidement avant d'avancer dans le texte à un petit passage, moi en tout cas qui m'a marqué de l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. Ça montre bien la cohérence et la consistance et la permanence en tout cas qu'il y a dans son approche et dans sa pensée à lui. Dans l'urgence de la pensée, le livre donc du professeur qui est également un ouvrage extrêmement riche en informations. À la page 71, pour ceux qui l'ont, le professeur nous donne quelques éléments qui viennent corroborer ce que j'étais en train de vous dire ici. Notamment, c'est de la page 70 à page 71. Je vais essayer un petit peu de vous lire quelques éléments avant de poursuivre. Je vais être rapide donc en une fois. L'urgence de la pensée s'impose comme nécessité d'un réveil collectif, d'une prise de conscience de soi, non plus en tant que noir désireux ou fier de crier à la face du monde de sa négritude, mais comme un tigre qui se lève et attrape sa proie, car là, Wolo Soyinka a raison. Donc c'est une citation de Wolo Soyinka qui dit nous devons être comme des tigres qui se lèvent pour attraper leur proie, et cela, ça ne peut pas se faire dans la division et dans l'impréparation, il faut se mettre ensemble.
Le plus dur, c'est le regard de l'autre, poursuit le professeur, et celui que l'Occident pose sur l'Afrique est impitoyable, aujourd'hui comme hier, car voici revenu, s'il a jamais cessé, le temps du paternalisme assassin qui vous vole votre dignité, de la condescendance, de l'arrogance et de la haine de la race. Après avoir réglé le problème de son identité, l'Afrique doit s'imposer au respect des autres continents. Seul le travail est conduit. Nourrir ces populations et gommer l'image d'épinal d'enfants squelettiques ou bedonnants de coiffure-corps, abandonnés ou errants dans un camp de réfugiés. Produire des richesses nouvelles à partir de celles qu'elle tient de la nature, afin que la dignité culturelle de ces peuples s'accompagne de la décence matérielle. Donc, c'est bien clair. Pour nous-mêmes et pour l'humanité, ici il cite quelqu'un, vous saurez qui à la fin, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de remettre sur pied un homme neuf. Ça, c'est important de souligner, et c'est Frantz Fanon, donc dans Les Damnés de la Terre, autre ouvrage très intéressant à lire également, que le professeur Maurice Kamto cite donc dans son livre à la page 71. Je continue la lecture. Que l'on ne se trompe point, il n'y a pas de dignité pour les nations pauvres. Par suite, il ne peut y avoir de respect pour elles. Qui ne connaît le spectacle révoltant des chefs d'État africains se rendant en écoliers anxieux, attendant l'appréciation du maître dans les capitales occidentales, qui ignore comment ils y sont perçus. Hier, c'étaient les roitelets bouffons et sanguinaires de quelques monarchies tropicales. Aujourd'hui, ce sont des chefs incompétents et voraces, des républiquettes faméliques qui peuplent les provinces exotiques de la métropole. Seuls ont droit aux égards ceux qui paient leur addition. Quelle que soit leur arrogance. Qui ne sait avec quel mépris l'Europe traitait les Asiatiques il y a moins d'un siècle? Qui ne voit comment elle les courtise aujourd'hui? Le Japon, puis la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, Singapour, l'Inde même, ont conquis pour eux tous les droits au respect et à la considération. Voilà donc ce que le professeur Maurice Kamto nous dit dans cette page-là. Il dit donc l'élévation commence par l'émancipation, par la fureur d'être soi-même, sans nul besoin de la caution d'autrui, c'est-à-dire dans le refus d'être par procuration. Et ça montre, comme je disais tantôt, la cohérence du professeur Maurice Kamto dans sa pensée, dans sa manière d'approcher les questions de géopolitique et de géostratégie qui gouvernent notre monde. Et en cela, on est ravis d'avoir donc quelqu'un d'aussi éclairé qui nous guide dans les ténèbres et dans les nuits noires du régime néocolonial de Yaoundé, qui verra sa fin en octobre 2025. Nous en sommes convaincus. On continue donc la lecture de la pensée du professeur donc de ce jour, après ce court arrêt sur le texte. Et la pensée dit donc: voulons-nous donner raison, même en ce 21e siècle, aux discours qui nous ont traités d'être primitifs, incapables de voir le monde au-delà du terroir, de se projeter sur le long terme, d'anticiper et d'assurer notre survie collective, s'enraciner dans sa culture? Ce n'est pas retourner à je ne sais quel âge d'or ou à quel âge d'or au fond de l'histoire. C'est y puiser les ressources pour construire notre identité d'aujourd'hui, ainsi que les savoirs pouvant nous aider à assurer notre survie dans un monde sans pitié. Et là, encore une fois, on revient toujours aux mêmes analyses. Le professeur invite à dépasser les petites logiques tribales, à dépasser cela pour être capable de donner une autre image que celle que l'Occident a pu développer de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier, et Wilfried l'a d'ailleurs mentionné ici en rappelant des propos qui sont ceux qui ont permis justement de justifier la domination ou la vente de l'homme noir comme étant un bien meuble. L'idée que l'Occident s'est faite de nous
à la base, d'être primitif, incapable de voir le monde au-delà du terroir, c'est-à-dire au-delà de sa tribu, de son ethnie, de se projeter sur le long terme. Qu'est-ce que le Cameroun veut être dans 50 ans, dans 100 ans? Qu'est-ce qu'on veut laisser véritablement? On vous a dit émergence à l'horizon 2035, exactement comme tous les autres slogans. Le septennat des grandes ambitions, des grandes réalisations. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de manière concrète? Qu'est-ce qu'on veut construire? Qu'est-ce qu'on veut véritablement laisser à notre pays, à notre nation? Et c'est cela qui est le manque de cap. Et quand vous n'avez pas de cap, le professeur Kamtola d'ailleurs dit lui-même dans une de ses sorties, mais ça corrobore avec une analyse qui était la mienne. Moi, j'ai personnellement recherché dans toutes les archives que je pouvais trouver le programme de gouvernance du RDPC. J'ai cherché, j'ai essayé de me projeter dans tous les textes que j'ai pu trouver, les livres même que j'ai pu trouver sur le RDPC pour savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé comme vision pour notre pays? C'était quoi l'objectif à la base du RDPC? Ils voulaient construire quoi? Ils voulaient laisser quoi à notre nation? Et la triste réalité, c'est qu'on ne trouve rien. Et comme il n'y a donc pas de cap, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de boussole, on navigue à vue. Et mon professeur Bernard Raymond Guimdo à l'université de Yaoundé 2 à soi aimait bien répéter une autre maxime qui dit « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». C'est-à-dire quand vous n'avez pas fixé un cap, quand vous n'avez pas un but, quand vous n'avez pas un programme de gouvernance, quand vous n'avez pas un projet, quand vous ne pouvez pas dire le nombre de kilomètres de route que vous voulez faire en un an, le nombre d'hôpitaux que vous voulez construire, le nombre de lycées, de collèges que vous voulez construire, où est-ce que vous prenez les financements et consorts. Quand il n'y a donc pas tout ce cap-là, ben vous faites de la navigation à vue exactement comme le régime de Yaoundé passe son temps à faire. Et dans la navigation à vue, aucun vent, aucun courant ne vous est favorable. Tout vous emmène toujours dans des directions qui ne sont pas les directions que vous vouliez probablement suivre pour la simple raison que vous n'avez pas de cap fixé. Vous n'avez donc pas de boussole et le capitaine est là, il est presque totalement enivré, absent, dormant et on le voit apparaître de temps en temps de manière furtive mais sans qu'il ne puisse guider véritablement ce bateau-là vers une quelconque destination. D'où la nécessité donc d'avoir un leader qui comprend qu'il faut fixer un cap à un peuple pour pouvoir orienter donc toutes les énergies de ce peuple-là vers une certaine construction. C'est pourquoi moi, en tout cas, j'ai décidé d'adhérer au MRC alors que je n'avais jamais pris la carte d'un parti politique au Cameroun, que je n'avais jamais soutenu un quelconque parti politique au Cameroun depuis ma naissance, parce qu'il y a eu un projet, un programme de gouvernance qui me disait, ben, il y a un cap qui est bien fixé. On sait exactement où on va. On sait exactement ce qu'on veut faire. On sait exactement ce qu'on veut réaliser. Dans quel temps est-ce qu'on peut réaliser cela? Et où est-ce qu'on trouvera les ressources pour pouvoir y parvenir. Et une fois que c'est fait, je vais interrompre un tout petit peu. Je ne sais pas si Françoise qui est montée, je peux ne pas me tromper. Est-ce que c'est maman Françoise qui a fait sa demande pour monter sur le panel? Très bien. Bon, on va laisser. Elle réagira si elle veut. Une chose est sûre, c'est pas papa Françoise, donc... Je te signale simplement que si c'est la personne à laquelle je pense, c'est une maman à laquelle il faut faire attention à parler en prenant tous les égards, parce que toi-même tu retirerais tes mots en étant à plat ventre, je suis certain, si tu savais qui c'était. Je vais la laisser là. Je n'en dirai pas plus. Si elle veut réagir, elle prendra potentiellement la parole plus tard. Ce serait une des filles de notre héros Ruben Oubignobe? Je préfère ne pas me prononcer. Et Ok. je ne dirai rien. Elle est partie. Oui. Donc, on continue la lecture simplement. Donc, voilà à peu près ce que je pourrais dire sur cette partie. Le gouvernement de Monsieur Biya, malheureusement, est celui qui nous met dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'il est le premier qui a d'ailleurs instillé les gènes de cette division-là. Parce qu'il n'a pas de cap et de boussole. Il faut donc créer la division pour essayer de maintenir, par l'équilibre de la terreur, sa domination. Et on crée donc des notions dans la constitution du Cameroun comme allogènes et autochtones, à partir desquelles les populations de San-Mélima, de Moyo et consorts commencent à faire ce que vous voyez, et qu'il n'y a pas de prise de position ferme, il n'y a même pas d'enquête qui soit ouverte sur ces cas-là. Et ça montre donc naturellement que, vu qu'il y a une maxime qui dit qui ne dit mot consent, ça montre naturellement qu'il y a une certaine forme soit de laxisme ou d'encouragement du régime en place à ce que ces formes de repli identitaire puissent continuer à prospérer. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de cap
à donner à notre pays. Ils n'ont pas l'unité à promettre à la nation. Ils n'ont pas la construction nationale à cœur. S'ils avaient tout cela à cœur, on serait largement épargné de tous les carcans que nous voyons aujourd'hui. Et je laisse Wilfried réagir sur cette partie. Sinon, on va être beaucoup trop long. Il y a énormément de choses à dire encore, mais voilà, on va essayer peut-être d'être un peu bref. Je te laisse réagir sur cette partie-là, Wilfried. Les commentaires nous permettront les développements, donc il n'y a pas les personnes qui monteront et tout, ça nous permettra les développements. Donc c'est Oui. bien que Wilfried intervienne, et après moi aussi je vais dire un petit truc et puis on va continuer. Heureusement que tu es là, Jeanne. Bon, avant de poursuivre, je vais quand même faire une exhortation. Il y a 200 personnes. Faut-il, comme moi, on a essayé d'appuyer un peu sur la pédale de frein. Il est évident que lui, comme moi, on pourrait y analyser chacune de ses phrases pendant 8 heures de temps entière. Mais je trouve un peu dommage que les femmes restent cachées, alors qu'il y en a et elles ont de la matière grise. Je sais que Vanessa est fatiguée, Oshiga va intervenir après. Bon, Jeanne, elle est éternelle. Mais en fait, le sang neuf, il y en a pas. C'est un peu. Les femmes sont majoritaires au Cameroun par rapport à la gente masculine. Et sur TikTok, elles ne sont pas peu nombreuses. Elles sont souvent là. Elles sont en commentaire. Elles sont là. Mais il y a je ne sais quel démon leur dit que non, il faut pas parler, il faut pas monter, il faut pas s'exprimer, il faut pas. Or là, on est en train d'insister, de forcer, si vous continuez à rester cachés, nous on va être très gênés le jour où on va entendre les femmes dire que oui, les hommes ne nous laissent pas parler, etc. Nous on se dira, mais il y a des moments forcés littéralement pour que vous parliez et vous nous expliquez que non, vous n'allez pas parler. Donc